Troisième thème du programme d'histoire de première, la Troisième République avant 1914, un régime politique, un empire colonial. Vous l'aurez compris, contrairement au programme de seconde qui pratiquait des ellipses de plusieurs centaines d'années entre l'Antiquité et les temps modernes, le programme d'histoire de première se concentre sur une chronologie plus resserrée et continue. Ce thème reprend donc là où le thème 2 s'était arrêté, en septembre 1870, date de naissance de la Troisième République. Née d'une guerre perdue contre la Prusse, et malgré des débuts difficiles où elle semble vouée à disparaître, la Troisième République forme le régime le plus fiable et le plus solide du XIXe siècle en France. Dans cette vidéo, on traitera les deux premiers chapitres du thème, le chapitre 6, la mise en œuvre du projet républicain, et le chapitre 7, permanence et mutation de la société française jusqu'en 1914. Notre problématique sera de comprendre comment ce régime ancre-t-il l'idéal républicain en France, et avec quel bouleversement pour la société française. Première partie, une lente et difficile conquête du pouvoir politique, 1870-1879. Rappelez-vous le thème précédent. Depuis 1852, la France est un empire dominé par Napoléon III, neveu de qui vous savez. Sous son règne, la France participe à la création d'États-nations, parfois contre son gré. Le peuple allemand, pour réussir son unité, doit récupérer un territoire détenu par les Français, l'Alsace-Moselle. La France déclare alors la guerre à la Prusse, l'état moteur de l'unité allemande. Mais à l'été 1870, cette guerre tourne en quelques semaines à la débâcle. Très affaibli par la maladie, Napoléon III est fait prisonnier le 2 septembre à Sedan, après avoir passé une journée à chercher la mort sur le champ de bataille pour sauver son honneur. Le 4 septembre, une révolte parisienne prend le contrôle de l'Assemblée nationale et impose le retour de la République, c'est-à-dire un régime sans roi où le pouvoir appartient aux citoyens, comme en 1848. C'est la chute du Second Empire et Napoléon III sera le dernier prince couronné à régner sur la France. Bien qu'elle souhaite continuer la guerre et repousser l'armée prussienne qui envahit tout le nord du pays, la toute jeune Troisième République est obligée de reconnaître sa défaite en janvier 1871, acceptant la perte de l'Alsace-Moselle. Mais la ville de Paris, qui a particulièrement souffert durant un siège de 2 mois imposé par l'armée prussienne, refuse toujours de déposer les armes et accuse le nouveau gouvernement de trahir la France. Durant 2 mois, à partir de mars 1871, un gouvernement révolutionnaire dirige la capitale. C'est la Commune. Le gouvernement de la République, qu'on appelle Versaillais, car installé à Versailles, reprend finalement le contrôle de Paris et exécute près de 20 000 communards lors de la semaine sanglante à la fin du mois de mai 1871. De plus, lors des premières élections législatives de cette Troisième République, en février 1871, la nouvelle Assemblée nationale compte 220 députés républicains et 400 députés monarchistes. Le message est clair. Les Français ne veulent pas de cette Troisième République, imposée par une révolution parisienne, mais pas souhaitée par le reste du territoire. Mais les monarchistes se montrent trop divisés sur le nom du futur roi. En 1873, ces députés choisissent le maréchal MacMahon, un monarchiste, comme président de la République. La France se retrouve donc dans une situation ubuesque, avec un président favorable au retour d'un roi. Mais MacMahon ne cherche pas vraiment à rétablir un prince, et une partie des députés monarchistes se rallie finalement à la République. Il faut attendre 4 ans avant qu'une constitution soit approuvée, la constitution Vallon, validant définitivement la République. MacMahon finit par démissionner en 1879, après que les républicains soient devenus majoritaires à l'Assemblée nationale, en 1876, et au Sénat, en 1879. Le Parlement voit alors ses pouvoirs renforcés au nom du débat démocratique. La France met en place un régime d'assemblée, clairement républicain, après presque 10 ans d'hésitation. Deuxième partie, l'enracinement de la République et des acquis de la Révolution française, 1880-1889. La République cherche des symboles forts pour faire l'unité des Français. Entre 1880 et 1884, les grands emblèmes nationaux sont choisis, souvent en référence à la Révolution française, perçue comme une époque d'unité, ce qui est évidemment discutable, rappelez-vous le premier chapitre de l'année. Toujours est-il que le drapeau tricolore, la Marseillaise, le 14 juillet, la figure de Marianne puisent leurs origines dans l'histoire de France de 1789 à 1792. De nouveaux bâtiments, les mairies, apparaissent dans toutes les communes. Enfin, des cérémonies nationales exaltent la République et réunissent les Français, comme l'enterrement de Victor Hugo, l'écrivain farouche opposant à l'empereur Napoléon III.
L'école joue également un rôle majeur pour la République. Les enfants y apprennent les grands principes républicains et leur futur rôle de citoyen, au moins pour les garçons, puisqu'il existe un suffrage universel masculin. Par le ministre Jules Ferry, l'école devient gratuite, mixte, laïque et obligatoire en 1882. Tous les Français et Françaises sont donc concernés, même si l'enseignement secondaire reste payant, donc réservé à une élite. Le service militaire obligatoire poursuit la diffusion de la République auprès des jeunes hommes, tout en cultivant un esprit de revanche après la perte de l'Alsace-Moselle en 1870. Troisième partie, une consolidation difficile, mais réussie, malgré des crises. La Troisième République a réussi à survivre au séisme des premières années, et s'est même implantée partout en France grâce à l'école, les mairies ou le service militaire. Mais des crises régulières menacent la stabilité de ce régime. D'abord, les oppositions politiques à la République sont violentes. Une extrême droite anti-parlementaire, raciste et antisémite se structure, exploitant les scandales financiers qui touchent certains députés. À gauche, les différents courants socialistes s'unissent dans un parti politique, la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, en 1905. À l'extrême gauche, les anarchistes, qui utilisent la violence comme moyen de renverser la société bourgeoise, multiplient les attentats. Un anarchiste italien assassine même le président de la République Sadi Carnot en 1894. Autre crise politique, le boulangisme. En 1889, le général Boulanger réunit beaucoup de déçus, de l'extrême droite, mais aussi de gauche, mais ne parvient pas à prendre le pouvoir alors qu'un coup d'État en sa faveur semble possible. Autre crise, l'affaire Dreyfus, du nom de cet officier français condamné sans preuve pour trahison et maintenu coupable malgré des preuves évidentes de son innocence. L'affaire divise la société et met en débat l'égalité des hommes, des religions, le rôle de la justice, le poids de l'armée, etc. Dernière crise, la fin du XIXe siècle est également marquée par un affrontement entre la République et l'Église chrétienne, la laïcité républicaine s'opposant à l'influence de la religion. Débutée à l'école, par les lois Ferry, la laïcisation de la France culmine en 1905 par la loi de séparation des églises et de l'État, ce qui entraîne des violences dans les campagnes très chrétiennes lors de la crise des inventaires. Comme avec l'affaire Dreyfus, la société se divise en deux entre les défenseurs de l'Église chrétienne et les partisans de la laïcité. Quatrième partie, une société évoluant peu depuis le Second Empire. La société française n'a pas beaucoup évolué depuis l'industrialisation du pays dans les années 1850. Ce sont les mêmes inégalités, les mêmes souffrances pour la partie la plus miséreuse des Français, quel que soit le régime politique. Ainsi, durant toute la Troisième République, les femmes n'ont que très peu de droits. Pas de divorce, soumission au père ou au mari, pas de droits politiques. Pourtant, beaucoup d'entre elles travaillent, notamment dans l'industrie, avec des salaires très bas et aucune valorisation sociale. Dans les campagnes encore très peuplées, les petites exploitations, peu mécanisées et peu rentables, dominent. La concurrence des pays étrangers et les maladies sur les récoltes occasionnent de graves crises agricoles. Il faut attendre les années 1900 pour voir l'agriculture se moderniser, avec des engrais ou des machines, et donc l'exode rural s'intensifier. Dans les villes, toujours mal payés et peu instruits, les ouvriers se structurent en partis socialistes et en syndicats pour obtenir de meilleures conditions de vie. Il y a quelques avancées, comme la protection en cas d'accident du travail, ou des habitats à bon marché, les HBM, financés par l'État avec des loyers faibles, mais les grèves sont souvent réprimées avec violence, comme à Fourmi le 1er mai 1891, et les conditions de travail restent terribles. Une nouveauté tout de même sous la Troisième République, la France fait venir des travailleurs immigrés, belges ou italiens majoritairement, surtout dans les mines et les usines du nord et du sud-est de la France. Ces immigrés acceptent des salaires plus faibles, sont souvent désignés comme responsables en cas de crise et sont exposés au racisme. La Troisième République, née dans le contexte particulièrement difficile d'une défaite contre la Prusse, se révèle finalement être le régime politique le plus stable de l'histoire contemporaine de la France. Cette Troisième République existe durant 70 ans, de 1870 à 1940, même si cette année nous ne l'étudions que jusqu'en 1914, là où aucun autre régime du XIXe siècle n'aura tenu plus de 18 ans. Alors que faut-il retenir de cette Troisième République ? D'abord, que ses premières années d'existence sont particulièrement dures et que cette République semble vouée à l'échec.
la chute du Second Empire et la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870 sont un moyen de continuer la guerre contre la Prusse. Mais la Troisième République doit reconnaître sa défaite en janvier 1871, défaite que les Parisiens n'acceptent pas. Durant 2 mois, de mars à mai 71, la Commune de Paris fait sécession avec le reste de la France, dispose de son propre gouvernement et fixe ses propres lois avant d'être violemment écrasée. Pire encore, les Français rejettent cette République en élisant une Assemblée nationale très majoritairement monarchiste. Et il faut attendre 1879 pour avoir à la fois une Assemblée, un Sénat et un président favorables à la République. Ensuite, cette Troisième République parvient à s'enraciner malgré les difficultés. Elle puise dans le passé glorifié de la Révolution française pour trouver des symboles, le drapeau, l'hymne national, Marianne, censés figurer l'unité. L'école, gratuite, mixte, laïque et obligatoire depuis les lois Ferry de 1882, est le principal vecteur des principes républicains dans tous les villages de France. Les mairies et le service militaire sont d'autres relais efficaces. La République s'installe dans les paysages et peu à peu dans les cœurs. Enfin, la consolidation de la République s'opère malgré des crises. L'opposition politique est très violente, de l'extrême gauche à l'extrême droite. En 1889, le général Boulanger est aux portes du pouvoir, mais recule devant le coup d'État qu'on lui demande de mener. L'affaire Dreyfus, en 1894, puis la loi de séparation des églises et de l'État, en 1905, divise profondément la société et interroge sur la place ou le rôle des religions, de l'armée, de la justice, des pouvoirs de l'État, de l'égalité ou des libertés. Hormis par ces crises qui l'agitent, la société n'a pas beaucoup évolué depuis le Second Empire. Les femmes sont toujours déconsidérées et n'ont pas de poids politique. L'exode rural s'intensifie et la classe ouvrière représente toujours la classe sociale la plus miséreuse. La seule nouveauté réside dans l'arrivée d'un premier flux migratoire venu de Belgique ou d'Italie. Au XIXe siècle déjà, la misère pousse à l'exil. Dernière chose, n'oubliez pas que l'histoire demande l'emploi d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient. Commune, monarchiste, régime d'assemblée, anti-parlementaire, crise des inventaires, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.